Donc les plages, elles étaient divisées en 5 zones. 2 zones américaines à l'ouest, avec Utah et Omaha Beach, et puis 3 zones britanniques et canadiennes, donc Gold, Juneau et Sword. Alors le débarquement sur les plages, il a eu lieu le 6 juin 1944, entre 6 et 7 heures du matin. Le musée où nous sommes est consacré à la 6e division aéroportée britannique. Alors cette division-là a débarqué ici, vous voyez le cercle avec le parachute à l'intérieur. Donc elle a débarqué juste là, le 6 juin aussi, mais entre minuit et 5 heures du matin. Ce qui correspond en fait au début du débarquement, c'est le commencement. Donc ce cercle, il est représenté en partie par cette maquette. Je vais m'appuyer là-dessus justement pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans le secteur. Alors la 6e division, elle était composée d'environ 12 000 hommes. Parmi ces 12 000 hommes, il y avait 2 catégories de soldats. D'une part, des parachutistes, d'autre part, des fantassins, mais qui étaient transportés par planeurs. On parlera des planeurs plus en détail tout à l'heure. En fait, lorsque tous ces soldats ont débarqué, ils avaient pour objectif de libérer, sécuriser le flanc est des plages du débarquement. Donc, le flanc est, ça correspond au morceau qui est là, sur la maquette. Alors pour vous repérer, les plages du débarquement, elles sont par ici. Là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est le début de Sword Beach. Et donc, pour atteindre ce but, ils ont dû accomplir plusieurs missions, 3 missions. Alors, première mission, libérer 2 ponts. Un premier pont qui se trouvait sur un canal. Alors, le canal, vous pouvez le voir ici. Ce canal, en fait, permettait de relier la ville de Pan, qu'on aperçoit là-bas au sud, à la mer. Le pont sur le canal, c'était le pont de Bénouville. Le voici. C'est ce pont-là qui a été surnommé après le débarquement pont Pegasus. Alors tout simplement parce qu'il a été libéré par les soldats de la 6e division et que l'emblème de cette division était justement Pégase, le cheval ailé. Vous avez, je pense, regardé un petit peu l'exposition. Il y a quelques uniformes et à chaque fois sur les uniformes on retrouve l'insigne de Pégase. Donc en fait c'est ce qui a donné le surnom du pont. Le deuxième pont à libérer se trouvait sur l'Orne. C'est le cours d'eau qui est juste à côté. Alors le pont sur l'Orne, c'était le pont de Ranville. Le pont de Bénouville et le pont de Ranville constituaient les 2 seuls points de passage sur le canal et sur l'Orne. Il n'y a pas d'autres ponts ailleurs. Alors vous voyez, vous avez des petits bateaux qui sont représentés ici. Vers 7h30, le matin du 6 juin, débarquent ici sur la plage de Sword des commandos. Je vais vous montrer maintenant le chemin qu'ont suivi ces commandos après avoir débarqué. Vous allez comprendre tout de suite. Voilà, donc si vous suivez les petites lumières vertes, vous voyez qu'à un moment donné, ces commandos devaient traverser le canal dans un premier temps et l'Orne ensuite. Donc ils devaient passer sur les 2 ponts en question. Le but de ces commandos, c'était de venir renforcer la 6e division qui, je le rappelle, avait atterri ici quelques heures auparavant. Donc évidemment, si jamais un de ces 2 ponts était détruit, la 6e division serait restée bloquée de l'autre côté. Autant dire qu'elle était perdue d'avance. Donc voilà, ça c'était la première mission, prendre ces 2 ponts-là intacts. Deuxième mission, alors là c'était l'inverse. Cette fois-ci, il fallait détruire des ponts sur la Dive et ses affluents. Alors la Dive, je vous la montre, elle est là. Des ponts à faire sauter, il y en avait 5. Alors ils sont représentés ici. Si tous ces ponts étaient détruits, ça empêcherait l'arrivée des troupes blindées allemandes en provenance de l'Est et les essais de contre-attaque. Grosso modo, les renforts allemands ne pourraient pas se faire. Ou du moins, ils seraient obligés de faire un très grand détour par le sud. Dernière mission, la destruction d'une batterie. Alors, il s'agit de la batterie de Merville, qui est là. Avant le débarquement, les Alliés avaient survolé la région. Alors, ils avaient fait des photos. Et sur ces photos, vous voyez que la batterie de Merville était composée de 4 bunkers. C'était des bunkers assez gros. Donc les Alliés pensaient que dans ces bunkers, il y avait des canons de 150 mm. Alors ça ne vous dit peut-être pas grand-chose comme ça, mais en fait, des canons de cette taille-là, ça peut tirer jusqu'à 20 km. Ça fait déjà une bonne distance. Alors, on va regarder sur la carte ici, ce sera plus simple. Donc la batterie de Merville, je vous la montre, elle est là. 20 km, ça voulait dire que les canons pouvaient tirer non seulement sur la plage de Sword, mais aussi en partie sur celle de Juneau, jusqu'ici à peu près. Donc sur 2 plages. Ce qui était
extrêmement gênant. Hein, je vous rappelle que des troupes devaient débarquer là, justement, petit matin. Donc les canons pouvaient les atteindre. Donc voilà, il fallait absolument détruire cette batterie avant le début du débarquement sur les plages. Alors, les Alliés avaient prévu d'envoyer des parachutistes pour attaquer cette batterie. Malheureusement, certains pilotes d'avion qui transportaient ces parachutistes ont confondu l'estuaire de l'Orne, je vous rappelle que c'est ici, avec celui de la Dive, là-bas. Hein, tout ça, ça s'est passé en pleine nuit, donc voilà, avec la nuit, ils ont confondu les deux. Ce qui fait que la majeure partie des troupes a atterri autour de la Dive, assez loin de la batterie. Donc ça, c'était le premier problème. Deuxième problème, regardez, ici sur la maquette, vous avez toute une partie en vert un petit peu plus foncé que le reste. Ça représente des marécages. Alors, ce sont des marécages qui ont été créés par les Allemands. En fait, les Allemands avaient fermé les écluses de la Dive pour inonder les alentours. Donc voilà, c'est ce qui a créé les marécages. Et beaucoup de parachutistes alliés sont tombés et se sont noyés dans les marécages. Alors, petite précision, un parachutiste britannique portait à peu près 40 kg d'équipement. Hein, donc voilà, difficile de se sortir de là. Alors, en pleine nuit, pour partir à l'attaque de cette batterie, au départ, on avait largué 650 parachutistes. Sur ces 650, on n'en a retrouvé que 150 au point de rendez-vous. Même pas un quart. Pareil avec le matériel. Bon, il fallait quand même agir. Hein. Donc ceux qui étaient là sont partis à l'attaque de la batterie. Finalement, la batterie n'a pas été détruite comme c'était prévu. En fait, elle a simplement été neutralisée. Les soldats allemands qui étaient là, soit ont été tués, soit ont été faits prisonniers. Certains d'entre eux se sont enfuis aussi, mais les canons n'ont pas été détruits. Pas assez d'hommes et de matériel pour pouvoir le faire. Hein, je viens de vous expliquer pourquoi. Donc voilà, voilà ce que je pouvais vous dire au sujet des différentes missions de ces troupes aéroportées britanniques. Alors, hormis pour la batterie de Merville, où on vient de le voir, ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu, le reste des missions a pu être accompli. Et donc, pour toutes ces opérations, on a utilisé aussi des planeurs. Alors, c'est vrai que les planeurs présentaient plusieurs avantages. Le premier avantage du planeur, effectivement, hein, c'est assez évident, c'est silencieux. Pas de moteur dans un planeur, donc pas de bruit. Idéal pour attaquer l'ennemi par surprise. Il y avait un autre avantage. Un planeur, c'est précis. C'est-à-dire qu'on peut transporter des troupes et du matériel jusqu'à un point donné. Ce qui n'est pas le cas avec le parachutage. Si on parachute des soldats, ils sont tous éparpillés, on va être obligé de les regrouper. Donc on perd du temps. Au moins avec un planeur, on peut rentrer en action tout de suite après l'atterrissage. Donc ça aussi, ça avait son importance en fait. Alors l'armée britannique a utilisé deux sortes de planeurs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le plus gros planeur, c'était le planeur Hamilcar. Alors vous pouvez voir son modèle réduit accroché au plafond. Par ici. Alors ce planeur-là transportait surtout du matériel lourd, des bulldozers, certains types de tanks, comme ça. Une fois chargé, il pesait environ 16 tonnes. Il n'y en a plus du tout aujourd'hui, hein, vous ne pourrez pas en voir. Si vous voulez vous faire une idée de sa taille, essayez d'imaginer un autobus avec des ailes. Au niveau du gabarit, ce sera à peu près ça. L'autre planeur était un peu plus petit, c'est le planeur Orsa. Alors c'est celui qu'on a reconstitué dans le parc du musée, hein. On ira voir ensemble tout à l'heure. Autrement, vous pouvez voir sa maquette juste ici. Alors c'est vrai que c'était le plus petit, mais il était quand même assez imposant. 20 mètres de long sur 26 mètres d'envergure. Alors que ce soit le planeur Orsa ou le Hamilcar, évidemment ils étaient tractés par un bombardier pour pouvoir décoller. Bombardier quadrimoteur, Halifax ou Lancaster, la plupart du temps. Alors les planeurs Orsa, eux, transportaient soit des troupes, vous pouvez mettre 30 soldats à l'intérieur, soit du matériel léger. Une Jeep avec sa remorque, un petit canon, voilà. Et ce sont des planeurs Orsa qui ont été utilisés justement pour libérer les deux ponts dont je vous ai parlé précédemment, sur le canal et l'Orne. On avait prévu 6 planeurs Orsa, c'est-à-dire 3 planeurs pour chaque pont. Dans ce cas-là, les planeurs transportaient uniquement des troupes. Hein. Alors, regardez, vous avez ici 3 planeurs sur la maquette. Ce sont les planeurs qui ont permis de libérer le pont Pegasus, là, sur le canal. Ces 3 planeurs ont décollé du sud de l'Angleterre vers 23 heures. Donc ça, c'était le 5 juin. Ils ont mis à peu près 1 heure pour traverser la Manche. Ensuite, ils ont été largués par l'avion qui les remorquait. Alors, le largage s'est fait au-dessus de la côte normande, à 1600 mètres d'altitude à peu près.
Donc voici leur trajet à partir de ce moment-là. Ils sont rentrés dans les terres, ils ont fait un grand virage au-dessus d'un petit village qui s'appelle Sainte-Honorine-la-Chardronnette pour atterrir au point rouge. Vous voyez, vous avez 3 planeurs qui sont représentés à cet endroit-là. Alors, vous pouvez voir qu'ils ont fait un demi-tour. Tout de même un petit peu surprenant. Ils auraient pu arriver plus directement comme ceci. Mais, je pense que vous serez d'accord avec moi, le but, c'était quand même de se poser le plus près possible du pont. Et en arrivant comme ceci, les planeurs atterrissaient en s'éloignant du pont. Ils allaient dans la direction du sud. A l'inverse, on voit bien ici avec le jeu de lumière, ils atterrissaient en s'approchant du pont. Donc c'était plus simple d'arriver dans ce sens-là. Vous voyez ? Donc il y a plusieurs explications sur cette trajectoire bien particulière, mais ça c'est quand même la raison principale. Voilà. Alors, vous allez voir que ces planeurs se sont posés avec une précision qui est assez remarquable. Donc, ici la zone d'atterrissage des planeurs, ici le pont, c'est tout près. Le premier planeur est arrivé à minuit 16. Donc le 6 juin, ce sont les premières troupes du débarquement. Et ce premier planeur s'est posé à 45 mètres du pont. Je ne sais pas si vous réalisez bien, mais pour piloter un planeur, il fallait se contenter d'une boussole et d'un chronomètre. Les radars existaient à cette époque, mais il n'y en avait pas dans les planeurs. Donc boussole et chrono, voilà. Chronomètre, les 2 premières minutes, il faut aller vers le nord, par exemple, la minute qui suit vers l'est, etc., etc. Tout le parcours était chronométré, mais les vents pouvaient changer de direction, donc il fallait tout recalculer. Vous voyez un petit peu la difficulté. Et puis là, c'est minuit 16, pas de lumière, si ce n'est la lune. Bon, c'était une nuit de demi-lune, mais il y avait des nuages aussi. Donc voilà les conditions. Pas catastrophiques, mais pas idéales non plus. Le deuxième planeur est arrivé à minuit 17. Alors il y avait 1 minute de décalage entre chaque planeur pour éviter les collisions au moment de l'atterrissage. Lui s'est posé à 75 mètres du pont. Le troisième planeur, minuit 18, a atterri au milieu, entre les 2 premiers. Alors regardez, il y a une photographie justement sur ce mur-là. Vous en verrez d'autres dans le musée, mais on va en profiter puisqu'elle est là. Donc là, on peut reconnaître le pont Pégasus avec le canal. Le premier planeur, le deuxième et le troisième au milieu. Et vous voyez aussi la distance par rapport au pont. Alors, difficulté supplémentaire. Entre le canal et l'Orne, là, il y a des marécages aussi. C'est quand même un problème pour l'atterrissage des planeurs. Il fallait trouver un endroit sec. Une seule possibilité, qui n'est autre que le champ dans lequel ils se sont posés. Là. Ils n'avaient pas le choix, ils devaient se poser là. Ce que j'essaie de vous faire comprendre en vous disant tout cela, c'est que beaucoup de choses reposaient sur les épaules des pilotes de planeurs. De leur pilotage dépendait, j'irais jusqu'à dire, le reste du débarquement. Puisque c'est là que tout commence. Alors voilà, on a vu les 3 premiers planeurs pour le pont Pégasus. On va regarder maintenant pour l'autre pont. Ici. Combien de planeurs voyez-vous près du point rouge? 2. J'avais bien dit 3 planeurs pour chaque pont. Il en manque un. Il s'est perdu en fait, l'autre planeur. Alors vous allez voir où il a atterri. C'est assez loin de l'objectif, puisqu'il est là. C'est celui qui est là. Alors que s'est-il passé? Les pilotes du bombardier qui tractaient ce planeur, je vous ai dit il y avait des nuages. Ils ont traversé la Manche sous les nuages. Lorsqu'ils sont sortis des nuages, ils se sont retrouvés face à l'estuaire de l'Orne et celui de la Dive. Confusion entre les deux encore une fois. Donc le largage n'a pas eu lieu au bon endroit, etc., etc. Et vous voyez que ce planeur s'est posé à côté d'un pont quand même, qui n'est pas le bon malheureusement. Alors les soldats qui étaient dans ce planeur, ils ont vu qu'il n'était pas au bon endroit. Le problème, c'est qu'il y a une 12aine de kilomètres entre l'Orne et la Dive, donc ils ne pouvaient pas rejoindre immédiatement le reste des troupes. Ils ont pris la chose avec humour, ils se sont dit, voilà, notre mission c'est de prendre un pont, on va en libérer un. Ils ont donc libéré celui-ci, en sachant que ça n'était pas le bon. Comme ça, mission accomplie en quelque sorte. Après, ils ont décidé de rejoindre leur unité, mais ils étaient à pied, puis ils ont dû traverser les marécages. Ça leur a pris 24 heures, simplement, pour rejoindre. Voilà. Alors, on a un vétéran de ce planeur-là qui est toujours en vie. Il vient nous voir
non pas tous les ans, mais presque, parce que cette année il n'est pas venu, mais habituellement sinon il vient tous les ans. Et à chaque fois qu'il vient, il nous raconte la libération du mauvais con, hein, bien sûr, puisque c'est devenu l'anecdote. Et d'ailleurs, vous allez le voir dans le film que je vais vous passer tout à l'heure. Hein, à la fin du film, vous verrez, il y a plusieurs vétérans qui sont alignés. Il y en a un qui porte des lunettes et qui serre la main du prince Charles. Donc c'est ce monsieur-là, vous le reconnaîtrez comme ça. Il s'appelle T. Trainer. Voilà. Quel âge il a? C'est une bonne question. Il doit avoir 87 ans, je crois. Je dis pas de bêtises. L'âge moyen du soldat britannique, 19-20 ans. Voilà. Donc là, on est presque 70 ans plus tard. Ah non. Alors, vous avez remarqué hein, sur la maquette, vous avez des petits points blancs qui sont représentés et d'autres groupes de planeurs. Bon, les petits points blancs, ce sont des parachutistes. L'objectif, je le disais tout à l'heure au départ, c'était de sécuriser toute cette zone-là. Donc c'est pour ça que les parachutistes ont été largués. Pardon. Un petit mot sur Ranville, ici, puisque Ranville, c'est le village dans lequel nous sommes actuellement. Les parachutistes sur Ranville ont été largués à minuit 50. Chronologiquement, ça se passe après la prise des deux ponts. La prise des deux ponts, on va dire que c'est minuit et demi, que vous repérez. Donc les paras sont largués sur Ranville à minuit 50. Une partie de ces parachutistes est chargée de libérer le village. Donc Ranville sera le premier village de France continentale à être libéré à 2h30 du matin officiellement. Ce n'est pas très connu, hein, mais voilà. Et l'autre partie de ces paras, elle, doit venir en renfort une fois que les ponts ont été pris. C'était bien beau de prendre les ponts, mais après il fallait pouvoir les tenir. Donc c'est pour ça qu'il fallait des renforts. Jusqu'à ce que les commandos qui débarquaient sur les plages au petit matin les rejoignent sur le pont à midi. Donc voilà. Alors, il y a aussi des planeurs, parce qu'à ce moment-là, si on voulait du matériel, on n'avait pas d'autre possibilité que d'amener le matériel directement sur place. Donc ça s'est fait par planeur. Tout ça donc dans la même nuit, celle du 5 au 6 juin 44. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Avez-vous des questions, messieurs, dames? N'hésitez pas avant de regarder le film. Dites-moi tout. Non, ça va? Alors, si tout va bien, je vous laisse vous asseoir. C'est la même chose sur les deux écrans, donc le côté n'a pas d'importance.